20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Les 5 membres d'une famille trouvent la mort dans un incendie d'une rare violence. L'accident s'est produit à l'unité 17 des Parcelles Assainies. L'auteur du sinistre, l'oncle des victimes, aurait agi en mettant le feu dans une pièce, provoquant du coup la mort par asphyxie des enfants. Levée du corps ce mercredi du jeune Mansour Diop, décédé des suites d'une noyade sur la Corniche Ouest. Sa famille, ses amis présents à la cérémonie funèbre parlent d'un étudiant exemplaire. Une nouvelle étape de franchie en faveur des malades de la drépanocytose. En ce 10 mai qui célèbre la journée dédiée à cette maladie sur le continent, l'hôpital Albert Royer de Dakar vient d'être doté d'une unité de soins ambulatoires, fruit d'un intense partenariat entre la Principauté de Monaco et le ministère de la Santé. La présidence de la République s'enrichit d'un nouvel outil destiné à la rapprocher de la jeunesse sénégalaise, une plateforme digitale pour réaliser le vœu cher au chef de l'État, celui de raffermir ses liens avec ses concitoyens et échanger sur la bonne marche de la nation à travers les réseaux sociaux. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit de Monsieur le ministre Mary-Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir convié. On se retrouve tout à l'heure, avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Je vais l'annoncer donc tout de suite en titre. L'horreur aux unités 17 des Parcelles Assainies. Un incident d'une rare violence est déclaré au niveau d'une maison. 5 enfants, dont 4 filles et un garçon, y ont trouvé la mort, tous âgés de 5 à 17 ans. Au moment de l'incendie, les parents étaient absents des lieux. L'oncle des enfants aurait mis le feu dans une des chambres en allumant une bougie. Les enfants sont tous morts par asphyxie. Fatou Bintou Conté pour le compte-rendu. Si la tristesse et la désolation ce mercredi à l'unité 17 des Parcelles Assainies. Ce matin, les populations se sont réveillées avec un grave incendie, causant la mort de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. C'est la fumée qui a asphyxié les enfants. Ils n'avaient pas où passer. Une famille, 5 enfants, tous décimés par la faute d'un inconscient, et tout cela sous l'effet de l'alcool. La cause, une bougie allumée par un oncle ivrogne qui a consumé toute une chambre. Et les enfants ont fini par mourir par asphyxie. L'oncle a allumé une bougie dans sa chambre, fermé la porte de la maison. Les enfants ne pouvaient plus sortir. Leur mère était absente des lieux. Le père étant en prison, les populations demandent sa libération pour qu'il puisse assister aux obsèques de ses enfants. Nous demandons aux autorités la clémence et laisser leur père assister aux obsèques de ses enfants. Le pléthore de bars dans ce quartier est aussi décrié et certains demandent même leur fermeture. Nous demandons à l'État de venir fermer ces bars. Nous n'en pouvons plus. Le quartier ne respire plus. Il est temps que l'on réglemente les bars dans ce quartier. Il en existe trop. Leur mère, revenant plus tard du village, assiste impuissante à ce drame. Et les membres du gouvernement, naturellement, ont écourté le Conseil des ministres pour être au chevet de cette famille décimée. Mbaye Ndiaye, chef de la délégation, était accompagné de la ministre de la Famille, Mariama Massar. Ils ont tenu à manifester leur soutien à la famille tout en exhortant les parents à mieux sécuriser leurs enfants. Écoutons Mbaye Ndiaye et Mariama Massar, sont respectivement ministre conseiller et ministre de la Famille, au micro toujours de Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Venir partager cette douleur atroce qui a frappé les Parcelles Assainies à travers cet incendie mortel qui emporte 5 âmes, tous les 5 étant de même père et de même mère. C'est quand même très douloureux. C'est très dur que toute une famille soit décimée suite à un incendie. Et nous présentons les condoléances, il l'a déjà dit. Mais en tant que ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfance, et ce sont des enfants qui sont partis, tous des mineurs. Le plus âgé ayant 17 ans, c'est tous des mineurs. Et donc c'est vraiment un sentiment de tristesse qu'on éprouve
On cherche même les mots pour communiquer. Et je lance un appel à toutes les familles pour qu'on puisse être beaucoup plus prudent par rapport aux erreurs parfois qui sont fatales. Exemplaire, serviable, travailleur et respectueux envers ses parents et sa famille. C'est ainsi que des personnes, des amis, des sympathisants, mais aussi des membres de la famille ont témoigné sur Mansour Diop lors de sa levée du corps. Le jeune homme étudiant en journalisme de 23 ans s'est noyé, je le rappelle, ce lundi sur la Corniche Ouest. Écoutons quelques témoignages de ses proches venus assister à sa levée du corps au micro de Lissa Prera. C'est un jeune parfait. Personne n'a rien à redire sur sa personne. C'était un gosse parfait. Vraiment, ça est qu'un amour. C'est la loi divine. Si Allah a besoin de quelqu'un, on ne peut que prier pour lui. Il était en train de jouer au football vers 21h avec ses camarades. Après 15 minutes, le ballon est rentré dans l'eau. Quand les autres sont rentrés, il est revenu seul pour récupérer la balle. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans l'eau. Alors que le gosse, il a retourné lui seul pour récupérer le ballon. Comme ça, il y a le noyé. Mais xale bi nekk na xale boo xam ne dafa siiwoon daal bëgg boppam bëgg jàng bëgg mbokk mi bëgg yaayam. C'était un jeune connu et exemplaire et toujours propre sur lui-même. Il était tellement parfait qu'il nous faisait un peu peur. Vraiment. Waaw xam nga yàlla rek yàlla lu gën a baax yàlla moo ko gën a bëgg. Métti na foo ko natt métti na parce qu'il était un grand homme. C'est une grande perte dans notre localité parce que c'était quelqu'un de, grosso modo, c'était quelqu'un de bien. Il était serviable, sociable, disponible, respectueux. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer cette émotion. Que ces enfants qui ont trouvé la mort dans cet incendie, mais aussi cet étudiant qui a trouvé la mort dans cette noyade, que leur âme repose en paix. Parlons de tout à fait autre chose à présent. À Cœur-Mousseux, le forage est en panne, plongeant du coup pas moins de 8 villages environnants dans des difficultés. Les populations vivent un vrai calvaire puisqu'il leur est impossible de s'approvisionner en eau potable. Elles sont sorties en masse pour manifester leur colère et interpeller les autorités. Cher Anta Diop. Elles sont sorties en masse, les populations de ces villages de la commune de Cœur-Mousseux, pour manifester. Le seul forage qui alimente tous ces villages est tombé en panne depuis plus de 2 mois. Les populations de Soun Serer et villages environnants ne savent plus où donner de la tête. Toute la zone de Soun, à travers donc les villages de Soun, Touli, Len, Landou, Kessourat, site de recasement Tchambok, pour vraiment créer notre ras-le-bol. Vous voyez donc le seul forage qui alimente la zone en eau potable est tombé à panne depuis plus de 2 mois. Nos femmes passent la nuit sous la belle étoile. C'est inadmissible à l'heure où nous sommes. À l'heure où le président parle d'émergence, nous n'y se retrouvons pas. Et vraiment, c'est inadmissible. Après plusieurs démarches effectuées auprès des autorités, disent ces populations, aucun acte n'a été posé. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Les autorités, ils sont au courant. Le forage est tombé à panne. Tout à l'heure, vous avez entendu les femmes dire que le maire ne s'est même pas présenté. Oui, ah oui. Vous voyez, donc ça c'est triste. C'est triste. Et ça, nous le déplorons. La panne, on dit que c'est une panne technique. C'est une panne technique. Et le fois que j'ai pas que c'est la deuxième fois. Le forage n'a même pas duré 3 ans. Le maire de Cœur-Mousseux est interpellé sur la question. Son adjoint, Bougouma Tchomban, estime que des actions sont entreprises pour trouver un remède à ces maux. Et de Cœur-Mousseux, nous fonçons sur Diama. Les jeunes de la commune ont arboré des brassards rouges le temps d'un atelier pour dénoncer la spoliation des terres sur place, mais aussi l'exploitation des filles dans les entreprises agro-industrie. Ces jeunes, réunis autour d'un mouvement dénommé la Vision Patriotique, se sont exprimés dans ce reportage. Il est signé Ousseynou Diop et Abib Sek. Dans la commune de Diama, les jeunes ont organisé un atelier au cours duquel ils ont arboré des brassards rouges pour exprimer leur colère face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Parmi ces problèmes, on peut citer la confiscation des terres et le désenclavement de plusieurs villages liés à l'état des routes. Nombre de ces jeunes sont des diplômés
certaines ont la licence, d'autres ont la maîtrise professionnelle, mais jusqu'ici, ils peinent à trouver de l'emploi. Or, les sociétés locales sont là, ils ont occupé toutes nos terres, ils ont accaparé toutes nos terres, mais malheureusement, ils ne nous prennent même pas. Ils ne prennent même pas des jeunes qui sont là qualifiés. Ces jeunes du département de Dagana et issus de la commune de Diama accusent les autorités de la mairie qui, selon eux, de concert avec les responsables des agro-industries, exploitent les jeunes de Diama. Ces terres sont exploitées par des sociétés multinationales et des personnes privées. Et en retour, vraiment, ces sociétés exploitent nos jeunes, exploitent également nos femmes qui se lèvent à 5 h du matin pour revenir à 5 h du soir et ne gagnent que 2000 francs. Ils n'ont pas un bon plan de carrière, ils n'ont aucune garantie pour la sécurité sociale. L'accès à la terre est l'une des priorités pour les milliers de jeunes de Diama. Selon le porte-parole du jour, les terres sont confisquées par les autorités locales. Nous également qui constituons cette jeunesse de la commune de Diama, nous n'avons pas même 10 mètres de terre. Parce que tout simplement, ces terres sont données vraiment à des étrangers. Et nous sommes là, nous sommes nés ici dans cette commune, nous avons grandi dans cette commune. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas nous bénéficier vraiment de cette terre. La vision patriotique pour l'émergence de Diama compte mobiliser toutes les forces de la commune pour l'intérêt des populations. Ses membres ne réclament qu'une chose aux autorités locales, la transparence dans la gestion des biens de la communauté. À Sédhiou, les coupures d'électricité ont refait surface ces derniers jours. Les populations déplorent cette situation. Dans certains quartiers, il y a de très fortes baisses de tension qui ont été enregistrées. Et pourtant, le paradoxe, Sédhiou vient de bénéficier d'une centrale électrique. Le premier adjoint au maire de Sédhiou, inquiet, demande à la Sénélec de recruter des techniciens pour la région. Bakary Conté et Salassan pour la correspondance. Les coupures d'électricité ont repris dans le Pakao. Les populations se plaignent. Abdou Salam Diallo, professeur maintenancier. Mais depuis le week-end passé, c'était cette remarque que j'ai faite. En tant que maintenancier qui travaille dans ce domaine, vous allumez votre machine, vous commencez une installation, le courant est parti, vous êtes obligé de tout reprendre à zéro. Et vous risquez même de gâter le matériel d'autrui. Donc c'est des problèmes qui sont là. Si l'État peut vraiment nous apporter une aide par rapport à ça, ça va vraiment être quelque chose qui sera bénéfique pour nous tous. Et là, c'est d'abord dans le domaine de la maintenance. Mais dans le cadre familial, vous êtes avec une famille, vous avez des enfants qui sont là. La lumière, elle est nécessaire. Il fait très chaud à Sédhiou présentement. Vous allumez votre ventilateur la nuit. À un moment donné, c'est la chaleur qui vous éveille. Il n'y a plus d'électricité, vous n'arrivez pas à dormir. La situation est catastrophique à Morikunda 2 avec des baisses de tension. Le quartier ici jusqu'à Morikunda Extension, il n'y a pas de courant. Le courant se limite un peu plus tard au-delà de l'hôpital de Morikunda. Il y a une baisse de tension et là, nos matériels chaque fois sont endommagés par rapport à ça. Chaque fois, quand ils voient les lampes arrivent jusqu'à s'éteindre et ça se lime, ainsi de suite, 5 secondes, 30 minutes, ainsi de suite. Bon, les factures, on nous dit que les factures seront rediminuées à la baisse, mais les factures restent toujours à la hausse. Abdoulaye Koli, premier adjoint au maire de Sédhiou, demande à la Sénélec de renforcer son personnel technique. Il faut régionaliser vraiment la Sénélec au niveau de Sédhiou pour que l'équipe de Sédhiou puisse disposer des techniciens compétents pour qui. Parce que quoi qu'on dise, on disait que Sédhiou c'est une agence commerciale qui est là. Donc il y a des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler, ils sont obligés de se référer sur Ziguinchor. Pourquoi ne pas créer une équipe autonome où on n'a pas besoin de se référer, surtout qu'aujourd'hui l'électricité est étendue à plusieurs autres communes. Au niveau de la Sénélec, nous avons tenté d'interroger le chef d'agence, mais aucune explication. Retour à Dakar et plus précisément à Rufisque, à la gare routière. Sur place, les autorités et le comité de gestion ont réussi à se débarrasser des occupants illégaux. Face à la presse, le comité de gestion a annoncé la réouverture prochaine de la gare routière, mais aussi le retour des garages dans certains quartiers de la vieille ville. Ousseynou Thiam et Biradania. Suite à la colère de certains chauffeurs, le comité de gestion de la gare routière de Rufisque est revenu sur les véritables raisons de la fermeture de l'infrastructure. On ne peut pas accueillir les véhicules dans l'enceinte de la gare routière sans au préalable déguerpir tout ce qui était là-dedans comme épave, comme carcasse de véhicules abandonnés par des propriétaires inconnus. Donc nous, tout ce que nous faisons, nous l'avons fait en étroite collaboration avec tous les acteurs.
On a parlé, on a informé, on a discuté avec tout le monde. Une opération de nettoiement, de déguerpissement, enlever tous les carcasses des véhicules. Vraiment, après faire rentrer les véhicules, je crois que tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour fermer la gare routière. Mais on ne peut pas nettoyer en même temps et accéder les véhicules à son sein. De l'avis du président du comité de gestion, la réouverture prochaine sera une réponse aux garages flottants qui envahissent le centre-ville. Le maire a pris des arrêtés introduisant tous ces stationnements avec des contraventions à l'âge de 50 à 75 000 francs. Donc en tant que responsable, on ne peut pas rester les bras croisés. On a prévu de faire revenir ce qu'on appelle l'écart Fuku-Fuku. C'est-à-dire que c'est à nous de subventionner en carburant ces véhicules et de leur imposer de transporter les populations à coût de 50 francs. Dans n'importe quel quartier de la ville, on peut rejoindre la gare routière à un prix de 50 francs. Donc on a pensé à la population pour les faciliter de pouvoir venir à la gare routière et prendre leur véhicule de leur choix ou de leur destination. Avec l'appui des autorités, ces acteurs veulent mettre fin à l'anarchie devenue une règle dans le secteur du transport à Rufisque. Parlons santé à présent. Une nouvelle étape de franchie en faveur des malades de la drépanocytose. En ce 10 mai qui célèbre la journée africaine dédiée à la drépanocytose, eh bien, l'hôpital Albert Royer de Dakar vient d'être doté d'une unité ambulatoire, fruit d'un partenariat entre la Principauté de Monaco et le ministère de la Santé. Fatou Kinedem sur les images de la SNEPS pour les détails. Une œuvre, beaucoup d'espoir. L'unité des soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires, un soulagement pour les patients. L'objectif vraiment, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge des enfants drépanocytaires. Parce qu'on s'est rendu compte que le nombre de malades continue d'augmenter d'année en année et il n'y avait vraiment pas d'espace dédié à cette maladie-là. Les enfants étaient vus en consultation dans 2 bureaux exigus avec les dossiers à l'intérieur. Un effectif vraiment qui augmentait d'année en année. Beaucoup de personnes souffrent de la drépanocytose, plus de 50 millions à travers le monde, plus de 10% de la population sénégalaise. Une maladie douloureuse, onéreuse à la fois. Lorsque les enfants font leur crise, il faut les amener en urgence à l'hôpital, il faut payer. Lorsque l'enfant est hospitalisé également, il faut payer le lit d'hospitalisation, il faut acheter les médicaments. S'il y a des analyses à faire, des radiographies du thorax, etc. également, il faut payer. Donc globalement, c'est une maladie très coûteuse. Il s'agit ainsi de relever un certain nombre de défis pour une meilleure prise en charge. Il s'agira de poursuivre nos efforts en vue de réduire le nombre de naissances d'enfants porteurs de drépanocytose, réduire sensiblement la morbidité et la mortalité liées à la maladie par une prise en charge appropriée et accessible à tous, mettre en place un programme national prenant en compte la formation des personnels de santé, le dépistage néonatal systématique. Dans cette unité, il est prévu des hospitalisations de jour, cela en vue de soulager la douleur et surtout permettre ainsi aux enfants malades de reprendre les cours, car ils sont nombreux à abandonner l'école. Parlons du monde syndical à présent. Le CELS original est désormais affilié à l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal de Madame Bassok. Objectif, permettre à cette centrale syndicale de remporter les élections de représentativité des centrales syndicales. Vous savez qu'elles sont prévues le 30 mai prochain. Madame Bassok, qui soupçonne une manipulation du fichier électoral, dit avoir servi une sommation interpellative à Mansourci, le ministre du Travail. Je vous propose de l'écouter. Il tenait une conférence de presse aujourd'hui, compte rendu signé Fatimata Ba et Modou Diop. CELS originel officialise son compagnonnage avec l'UNSAS. Le syndicat de Oumar Wali Zoumarou est désormais affilié à la centrale syndicale dirigée par Madame Bassok. Objectif, l'aider à remporter les élections de représentativité des centrales syndicales. Nous voulons aller au-delà de l'UNSAS, c'est-à-dire servir tous les travailleurs du Sénégal. Vous me comprendrez qu'à la veille de ces élections générales de représentativité, notre seule et unique ambition, c'est de hisser notre centrale à la première place. Le grand cadre de Mamadou Lamine Dianté va également soutenir l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. l'UNSAS étant une centrale qui regroupe les travailleurs allant de l'ouvrier au professeur d'université, avec des secteurs stratégiques de l'électricité, de la santé, de la justice, pour ne citer que cela. Je crois que ce sont des raisons valables et suffisantes
pour que nous puissions soutenir l'UNSAS. Le secrétaire général de l'UNSAS s'est réjoui de cette décision des enseignants. Toutefois, il soupçonne une manipulation du fichier électoral. Le ministre a fait valider donc, le fichier électoral il y a 3 jours et les listes électorales n'ont pas été publiées. Nous y avons servi une sommation interpellative depuis jeudi. Mais depuis jeudi, il s'est réfugié derrière en silence. Il ne répond pas. Il n'a pas répondu à la sommation interpellative. Nous allons donc l'attraire devant les juridictions pour que le tribunal se prononce sur la question. En 2011, l'UNSAS occupait la 2e place lors des élections de représentativité. Cette année, Mademba Sock et compagnie veulent remporter ces élections et ils comptent sur les 8000 militants du CELS originel. Un nouvel outil pour réaliser un vœu cher au chef de l'État, celui de se rapprocher de ses concitoyens. Ça y est, c'est officiel. La présidence de la République vient de s'enrichir d'une plateforme digitale. Alors, à travers les réseaux, cette plateforme va permettre, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, d'échanger sur la bonne marche de la nation. Les détails avec Mambiram Diouf. Elle se veut un espace ludique et pédagogique. La plateforme Génération Sénégal est une révolution numérique, une opportunité pour la jeunesse, comme l'explique le chargé du pôle de la communication de la présidence. Nous sommes dans une démarche tout à fait citoyenne. Pas une démarche politicienne au sens de la propagande, mais nous sommes dans une dynamique d'information, dans une dynamique de conversation. Le premier à le faire, c'est le président de la République, depuis avant qu'il ne prenne le pouvoir. Il a toujours pensé d'abord que les citoyens sénégalais ont droit à l'information. Et il a considéré que les réseaux sociaux qu'il pratique ne sont pas simplement des espaces ludiques de jeu, mais ce sont également des moyens d'information et de conversation entre citoyens qui, au cas échéant, peuvent s'engager ensemble dans des projets communs de transformation de leur pays pour créer un nouvel environnement de bien-être pour tous. À travers cet outil interactif, les jeunes peuvent construire une relation directe avec la présidence de la République et recevoir ainsi la bonne information. Je pense que ce contact que nous avons entre le président, la présidence de la République et les citoyens va véritablement permettre à ce que les Sénégalais aient la bonne information. Parce que clairement, si la présidence ne communique pas dans ces réseaux sociaux-là, forcément il y aura quand même des informations qui parfois ne sont pas réellement vraies, mais les jeunes n'ont pas l'opportunité d'aller dans des plateformes où l'information est certifiée. Nous avons des applications qui nous permettent partout dans le monde de pouvoir mesurer l'irréputation de l'autorité, mais également de nos différentes politiques publiques, de pouvoir mesurer leur impact et également de pouvoir réagir et interagir avec ces différents jeunes. Aux nombreuses attentes et préoccupations des jeunes, la plateforme apportera sans doute des réponses adaptées. Parlons un peu de politique à présent. Même si la division gangrène l'APR à Ziguinchor, eh bien, ce parti continue de séduire. 2 adjoints au maire et des conseillers de l'UCS d'Abdoulaye Baldé viennent de rejoindre le parti de Macky Sall, le mouvement national des handicapés républicains qui a pris part au meeting organisé à cet effet, réclame des postes plutôt de députés à la prochaine législature. Boubacar Diassi. 2 adjoints au maire et des conseillers municipaux quittent l'UCS d'Abdoulaye Baldé pour l'APR de Macky Sall. Ils officialisent leur départ lors de ce meeting organisé à Ziguinchor. Train Miguel, le départ. Le train a pris le départ et nous gagnerons les élections législatives et présidentielles à venir. La grande offensive pour le départ d'Abdoulaye Baldé est engagée. Nous voulons un Ziguinchor développé, nous voulons un Ziguinchor émergent. Alléluia. Vous avez vu comment le président a transformé la ville de Ziguinchor. Il travaille en silence, on le provoque, il ne répond jamais. C'est le responsable de l'APR à Ziguinchor, Benoît Sambou, qui les accueille.
parce que le président Macky Sall... Je leur dis que la Casamance doit rendre l'ascenseur au président Macky Sall parce qu'il a fait beaucoup d'efforts en Casamance et nul ne l'ignore. Et ce n'est pas encore fini. Le PUDC a programmé de construire beaucoup de forages dans la région de Ziguinchor. Des pistes de production aussi. Le Promoville va désenclaver les quartiers périphériques. N'en soyez pas abusés, ce n'est pas l'œuvre du maire, c'est celle du président Macky Sall et de nous-mêmes. Désenclavement quartier périphérique. Sur place, une délégation du mouvement national des handicapés républicains. Leur président en profite pour interpeller leur chef de parti, Macky Sall. Nous voulons qu'ils se souviennent de nous. Nous souhaitons que nous soyons investis sur les listes électorales et en bonne position. Dans ce cas, il ne le regrettera pas, les Sénégalais et les handicapés non plus. Il faut dire que malgré cette forte mobilisation, la division est toujours de mise dans les rangs de l'APR à Ziguinchor. Un mot sur le sport. Les Lions du Beach Soccer de retour à Dakar après la Coupe du Monde où ils ont été éliminés en quart de finale face à l'Italie. Le manager de l'équipe nationale explique cette élimination. Ibrahima Ndiaye Chita réfute la thèse selon laquelle ils ont été snobés par les autorités lors de leur retour à la maison. Chertidiane Diao et Diafaraba l'ont rencontré. Reportage. L'aventure qui s'arrête encore en quart de finale, le manager de l'équipe nationale de beach soccer déçu donne les raisons de l'élimination face à l'Italie. Ce match-là, on l'a perdu depuis contre la Suisse. C'est là où l'équipe a été perturbée, particulièrement le carton rouge de Alseni a un peu déstabilisé l'équipe avec l'entrée d'un très jeune gardien. Donc vous voyez, les gens avaient des doutes. Le premier but qu'on a encaissé aussi contre l'Italie aussi, 59 secondes de jeu. L'arbitre qui donne un penalty imaginaire. Là aussi, ça a encore déstabilisé davantage encore les gosses. Aucune autorité à l'accueil des Lions à l'aéroport. Ibrahima Ndiaye Chita parle de malentendus. Non. Il y a eu un malentendu sur notre arrivée. Les gens pensaient qu'on devait arriver ici à 22 h. On est arrivé 1 heure avant. Il y a eu un problème de communication, mais rien d'autre. Nous, on est revenus, on a retrouvé nos familles. C'était l'essentiel. Pas question pour les Lions de baisser les bras. La bande d'Angala Silla veut vite se relever pour se faire une place chez les plus grands dans le monde.